100% d'actionnariat familial et salarié. Voilà, donc c'est vrai que ça a été créé par la famille Michali. Il y a des salariés clés qui ont été évidemment intégrés au capital, mais surtout vous dire euh, par cet item que nous sommes indépendants de tout réseau bancaire et assurantiel capitalistiquement et que c'est le gage de notre indépendance dans nos décisions de gestion. Ça, c'est très, très important à retenir. Une flexibilité totale par notre dimension entrepreneuriale, ça je pense qu'on peut le dire, et c'est ce que nos partenaires nous disent en tout cas. C'est-à-dire qu'on a une offre qui permet de s'adapter avec des comptes titres, des PEA, avec des advisors, sans advisors, hein, des feeds avec advisors, sans advisors, des OPCVM maison, des OPCVM advisés. On est vraiment très flexible et on n'enferme pas, bien sûr, nos partenaires dans un carcan qui est plus contraignant que ce que la législation nous impose déjà. Et enfin, un fort ancrage européen, ça me permet de passer directement à la slide suivante. On a bien sûr le siège de Galilée Asset Management qui est à Strasbourg, l'une des capitales européennes. Donc, ça me permet de rebondir sur ce statut européen, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Donc ici, on a une équipe avec des gérants, analystes, et puis on a tout ce qui est risque et compliance également à Strasbourg. Et puis, nous avons récemment acquis des sociétés de gestion euh, à Paris, donc CEDEC Finance et Stratège Finance, qui nous permettent aussi d'avoir des gérants à Paris, des gens qui sont en relation avec les investisseurs, et puis de renforcer l'équipe de contrôle directement sur le site où il y a les nouveaux gérants à Paris. Au Luxembourg, on est l'une des sociétés de gestion en France les mieux branchés, les mieux plugués, on va dire, avec les assureurs luxembourgeois, puisque nous avons 12 assureurs pour lesquels nous pouvons gérer des feeds. Et donc ça, c'est une offre presque inédite, hein, c'est-à-dire que n'importe quelle société de gestion, pardon, n'importe quel assureur dont nos partenaires seraient courtiers peuvent passer par notre société de gestion pour gérer leurs feeds. Voilà, donc historiquement, on a de la gestion en France, au Luxembourg et en Suisse, donc des comptes titres, des PEA en France, des comptes titres et des feeds au Luxembourg et des comptes titres, des feeds en Suisse, tout en sachant que le feed luxembourgeois peut être déposé en Suisse, hein, et en France également. Donc ça, c'est vraiment les trois pays pour lesquels nous gérons, dans lesquels nous avons des banques dépositaires partenaires. Et notre clientèle est vraiment européenne, puisque maintenant nous avons des clients dans tous ces pays-là. Et nous avons par exemple ajouté la Grèce avec l'acquisition de Stratège Finance, qui nous permet effectivement d'avoir des clients, donc historiquement en Allemagne que nous avions, au Royaume-Uni, et puis maintenant avec CEDEC et Stratège en Espagne, en Italie et en Grèce. Les expertises du groupe, donc on a toute la palette, sélection d'actions, sélection de fonds et ETF, sélection de solutions structurées, donc des produits structurés, et sélection d'obligations. Ce qui va faire que nous avons plusieurs mandats à vous proposer, les classiques, le prudent, l'équilibré, le dynamique, mais aussi les mandats qu'on appelle les mandats 100%. Ça, c'est vraiment notre originalité. C'est les mandats 100%, donc le 100% ESG, le 100% titre vif, donc 100% action ou 100% oblig. Attention juste au niveau d'investissement pour les obligues, puisqu'il y a une taille critique sur ce marché-là. Donc le niveau de minimum d'investissement est un peu plus élevé. Et puis le mandat 100% structuré, le mandat 100% ETF, et enfin celui qui nous intéresse aujourd'hui, le mandat 100% comme Thématique. Alors, qu'est-ce qu'une thématique, Ronnie? thématique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'une thématique? Et là, effectivement, c'est là où on essaye d'éviter l'habillage marketing que peuvent avoir certains fonds, ou bien les thématiques qui sont créées, qui pour nous n'en sont pas des vrais.
Pour nous, une thématique doit être structurelle. Enfin, c'est un thème d'investissement qui est porté par une ou plusieurs méga-tendances et qui est structurel dans le sens où l'investisseur n'a pas à se poser de questions sur le business model de la thématique, enfin, sur le modèle économique de la thématique dans laquelle il investit pour les 20 prochaines années au minimum international. Si c'est une thématique qui est censée façonner le monde de demain et qui découle d'une méga trend, il faut forcément qu'elle soit internationale et qu'elle change la vie finalement du plus grand nombre. On peut pas considérer qu'une thématique peut être régionalisée. Il faut qu'elle soit mondiale, sinon elle ne découle pas de méga trend. Et puis, il faut qu'elle soit transversale. Transversale dans le sens multisectoriel, c'est-à-dire par exemple les banques, c'est pas une thématique, c'est un secteur. La santé, ce n'est pas une thématique, c'est un secteur. Par contre, finance du futur ou santé et bien-être, ou alors encore médecine du futur, ça c'est des thématiques parce que c'est porté par des méga trends. C'est vraiment quelque chose où derrière il y a des bouleversements structurels, démographiques, économiques, politiques, en tout cas des bouleversements structurels qui vont porter la thématique pendant des années. Voilà, très rapidement, nous avons publié un livre blanc qui est finalement un guide pratique de l'investissement thématique. Je ne vais pas être très long là-dessus, vous pouvez bien sûr le télécharger sur notre site, et où on se fixe des règles d'or pour finalement investir dans les thématiques. Et vous avez par exemple la règle numéro 1 qui est ne pas confondre investissement thématique et investissement sectoriel. Évidemment, l'investissement thématique est multisectoriel, sinon c'est pas de l'investissement thématique. Euh, et bien sûr, l'investissement thématique est porté par des mégatrends, ce qui n'est pas le cas de l'investissement sectoriel. Voilà, ou encore, on a la règle numéro 2 ici, hein, ne pas confondre une thématique avec un segment de marché. Les mid-cap allemands, par exemple, ce n'est pas une thématique. Si les mid-cap allemandes sont une thématique, alors les large cap européennes le sont aussi. Les mid-cap allemandes ne sont pas portées par une méga trend. Les mid-cap allemandes, ce sont simplement des valeurs qui sont dans le même pays et qui ont à peu près la même taille de capitalisation. C'est pas des choses, enfin, en tout cas, c'est pas des entreprises qui sont portées par une même cause, par une même origine. Voilà. Le vieillissement de la population, par exemple, c'est une thématique. Vous pouvez retrouver des croisiéristes dans le domaine du tourisme, vous pouvez retrouver des maisons de retraite dans le domaine de la santé ou des équipements auditifs ou des équipements paramédicaux ou encore de l'assurance. Voilà, ça c'est une vraie thématique, elle va piocher dans tous les secteurs. Voilà, je vais passer la parole à Aurélien qui va nous expliquer brièvement c'est quoi le codex et après on va pouvoir passer au potentiel boursier, comment mesurer le potentiel boursier d'une thématique juste après. Super, merci Ronnie. Effectivement, chez Galilea Asset Management, nous avons développé le Codex des thématiques qui a trois objectifs. Donc, identifier les thématiques d'investissement, les analyser et les quantifier. Donc, c'est à la fois une recherche qui est fondamentale et une recherche qui est quantitative, qui sera expliquée par mon collègue juste après, Antoine. Donc, comme le disait Ronnie, pour nous, une thématique se doit d'être structurelle, internationale et transversale pour être une thématique d'investissement. Et ainsi, on se retrouve face à une multitude de thématiques qu'il va falloir ranger et analyser. Pour cela, nous avons développé 5 piliers thématiques qui sont pour nous les 5 grandes méga-tendances, les 5 méga-trends qui font l'économie d'aujourd'hui et qui vont également faire l'économie de demain. Donc, vous les avez juste à l'écran. On a finalement les 5 thèmes qui sont évoqués tous les jours, à la fois par les entreprises, par la société civile et également par les politiques, que ce soit la transition énergétique, bien entendu, toute la recherche à ce niveau-là, la révolution digitale et robotique, on en a beaucoup parlé cette année avec l'intelligence artificielle, ou également l'émergence des classes moyennes, que ce soit en Asie et dans d'autres zones géographiques dans le monde. Donc c'est vrai que dans ces 5, nous avons identifié ces 5 grands thèmes d'investissement, ces 5 piliers, et à l'intérieur de ces piliers, nous avons classé 5 thématiques par pilier thématique. Donc, vous les avez juste ici à l'écran. Ça a été pour nous plus simple
d'identifier et de les classer dans ces grands piliers-là. Donc, on a identifié en tout 25 thématiques qu'on a donc classées dans ces 5 grands piliers. Chacune de ces thématiques est propre. Elle a des objectifs qui lui sont propres, des sociétés également qui se révèlent être assez pures dans ces thématiques-là. Et ça nous a permis finalement de mieux les travailler, de mieux les analyser. Et ainsi, l'objectif du codex, à la fois, donc, identifier les thématiques, ce qu'on a évoqué jusqu'ici, et ensuite de les analyser, que ce soit au niveau des points forts, des points faibles, également des perspectives économiques de la thématique, des perspectives économiques de toutes les sociétés qui sont à l'intérieur de cette thématique-là, des secteurs qui sont dans chacune de ces thématiques. Donc, c'est un gros travail qui est fondamental, tout d'abord, d'analyse, de réflexion autour des thématiques, des sociétés qui sont dans ces thématiques-là. Donc, que ce soit au niveau des points faibles, des points forts, mais également au niveau des perspectives, également au niveau des fondamentaux de la thématique. Donc, on a tout un travail fondamental qui est sur chacune des thématiques pour vraiment avoir des chiffres ensuite, que ce soit au niveau des perspectives économiques et ensuite, grâce au modèle qu'Antoine va évoquer juste après, également au niveau du potentiel boursier. Donc, c'est pour ça que je vais laisser la parole maintenant à Antoine qui va nous développer cette idée et comment on quantifie le potentiel boursier d'une thématique. Top, merci Aurélien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour analyser les marchés, on a pas mal d'outils, hein, que ce soit pour l'analyse de secteurs, de pans géographiques, de classes d'actifs, etc., etc. Pour l'investissement thématique, on en avait beaucoup moins. Donc, on en a développé quelques-uns, hein, chez Galilée Asset Management. On a le codex qui nous permet de faire des analyses de tendance. On a des analyses statistiques, macroéconomiques. Pour ce qui est du potentiel boursier, on a développé notre propre modèle qu'on appelle les indicateurs thématiques Galilée, qu'on appelle les ITG, qui grosso modo vont rassembler les 50 sous-jacents les plus représentatifs de chaque thématique. Alors, je vais aller directement dans la méthodologie qu'on a derrière. La première chose qu'on a pu faire a été finalement d'étudier la place et de regarder tous les fonds ETF thématiques qui existent. Aujourd'hui, on en a recensé à peu près 310. Et tous les jours, on en a des nouveaux, ou du moins toutes les semaines, on en a des nouveaux qui arrivent, hein, car c'est vraiment une classe d'actifs qui est de plus en plus prisée par l'ensemble des investisseurs. Et on en a trouvé 310. Alors, dans les 310, il y en a beaucoup qu'on n'a pas mis, ceux qui sont géographiques, hein. On a par exemple des ETF sur le métaverse en Corée, comme l'a indiqué Ronnie plus tôt. Selon nous, une thématique doit être internationale. On a des thématiques non plus qui ne sont pas rentrées parce qu'on ne les trouve pas assez matures. Par exemple, tout ce qui est lié au cannabis. On a beaucoup d'ETF et de fonds qui commencent, mais selon nous, pas encore assez, on va dire, pour que ça soit partie prenante dans nos outils. Donc, on a trouvé grosso modo 310 fonds et ETF thématiques. C'était un travail de plusieurs mois, de plusieurs années. Et finalement, je dirais même que c'est à partir de ces 310 fonds et ETF thématiques qu'on a su recenser et créer les 25 thématiques telles qu'on les a aujourd'hui. On a regardé le marché, ce qui se faisait sur le marché, et finalement, on a fait nos 25 thématiques. Une fois qu'on a recensé tous nos ETF et fonds thématiques, derrière, on va extraire tous les sous-jacents qui sont à l'intérieur de ces fonds et ETF thématiques. En moyenne, on en a 250. Hein, on a 250 titres vifs par ETF. Et à travers ces 250 titres vifs par thématique, on va regarder ceux qui ressortent le plus auprès des fonds et ETF thématiques de la place. On va faire une analyse donc de l'occurrence, de l'overlap de chaque titre au sein de ces thématiques. Et on va créer ce portefeuille de 50 sous-jacents les plus représentatifs de la thématique. On a d'autres critères, hein, qui rentrent en compte comme la market capitalization, par exemple. Voilà pour ce qui est de la création. Si on passe juste après à finalement, qu'est-ce que vont nous apporter ces indicateurs thématiques boursiers? Et maintenant qu'on a un portefeuille de 50 thématiques les plus représentatives, on est capable d'effectuer une analyse comme vous pouvez le faire sur n'importe quel portefeuille ou n'importe quel indice, à savoir de l'étude de performance et de volatilité, des études de valorisation, de cherté de la thématique. Donc, on va regarder le PE ratio, on va regarder l'enterprise value par l'EBITDA. Toutes ces analyses finalement que vous pouvez faire sur des portefeuilles d'actions, on va réussir à le faire, à l'appliquer auprès des thématiques. On a aussi la corrélation à la growth, à la value, etc. J'y reviendrai juste après. On a un exemple très très probant. On peut aussi, voilà. Excuse-moi de te couper, tu peux même faire une analyse ESG en fait, du coup, sur chaque thématique.
Exactement, on peut faire des analyses ESG, parce que maintenant qu'on a tous les sous-jacents les plus représentatifs d'une thématique, on passe par des prestataires externes tels que Sustainalytics et on est capable derrière d'avoir des notes ESG par thématique. Donc, vous doutez qu'il y en a certaines, telles que les énergies propres, qui sont un peu plus mises en avant que d'autres thématiques plus ancestrales. Voilà finalement pour le potentiel ce qu'on va rechercher avec nos ITG, nos modèles, notre sélection, nos modèles de création de grilles thématiques pour la partie boursière vont se reposer entre autres sur les ITG. Bon, le mieux, c'est d'avoir un exemple. On parle de la thématique cloud et IoT. Donc, la thématique cloud et IoT, on a plusieurs fonds ETF qui sont exposés à cette thématique. Je pensais au Global X Cloud Computing, à l'Evol Cloud Computing aussi, ou encore à l'ETF de Han ETF qui est le Cloud Technology. On va regarder tous les sous-jacents qu'il y a à l'intérieur et on va regarder parmi ces sous-jacents quels sont ceux qui ressortent le plus. Donc là, sur la droite de l'écran, vous avez donc la composition de notre indicateur Cloud et IoT au 30 septembre. Voilà, on a Datadog qui est dans un petit peu l'analyse et la cybersécurité autour du cloud. En Microsoft, Amazon, on ne les présente plus. On va avoir Salesforce dans l'édition logicielle, etc., etc. On va retrouver des acteurs un peu plus, on va dire, globaux comme Nvidia ou Apple, qui pour le coup sont sur tellement de thématiques, on les retrouve dans beaucoup de fonds liés à la tech, dont le cloud et IoT. Sur la gauche de l'écran, on a quelques statistiques liées à cette thématique. Très bonne performance year to date, 36,4%. D'ailleurs, c'est la thématique qui performe le mieux depuis le début d'année, toujours alors là, c'est au 10 octobre, cette statistique. Une thématique très volatile et davantage corrélée au MSCI World Growth, des valeurs plutôt typées croissance, rien d'étonnant là-dessus. Pour ce qui est du PI et de l'EV et EBITDA, on va le voir juste après. On a une thématique qui est moins chèrement valorisée qu'elle a été en moyenne ces 3 dernières années. Cependant, l'upside qui est apporté par le sell side sur cette thématique, lui aussi est moins important. Aujourd'hui, on voit à peu près un upside de 15% sur cette thématique d'après le consensus, contre en moyenne une vingtaine de pourcents, 20-21% ces dernières années. Alors ça, c'est des stats très intéressantes. On peut regarder l'évolution du prix de la thématique. L'avantage avec les ITG, c'est qu'une fois qu'on a fait tourner nos modèles et qu'on a nos pondérations, nos portefeuilles, qu'on refait tourner de manière assez trimestriellement. Tous les trimestres, on va mettre à jour finalement toutes les données, qui ne changent pas énormément forcément, mais voilà, ça nous permet un petit peu de suivre ce que fait le marché, la manière dont entend le marché. Et cette thématique, derrière, on l'upload dans différents logiciels tels que Bloomberg, c'est une capture Bloomberg. On voit bien la forte progression qu'on a eue jusqu'au troisième trimestre 2021. La chute de la thématique en 2022, je regardais la thématique, selon notre indicateur, a perdu près de 45% en 2022 avant de récupérer depuis le début de l'année. Et on voit bien, dès le début de l'année, en janvier, on a eu tout l'aspect ChatGPT, tout l'engouement qu'il y a pu y avoir autour de l'intelligence artificielle qui se voit très bien dans cette thématique. Ça, c'est du prix absolu. Ce qui est très intéressant aussi, c'est finalement de la valorisation. Donc, dans la slide juste après, on met en avant le PI. Alors, c'est le PI, c'est pas le PI historique, mais c'est les PI, les earnings estimés à 1 an. Donc, on peut voir qu'on était depuis dans la période après la crise du Covid sur une forte valorisation. Cette thématique qui se payait 50 fois les profits attendus à 1 an. On a eu une belle correction en 2022 et on semble s'être stabilisé depuis le rebond d'octobre dernier sur un PI qui avoisine les 25-30 environ. Donc c'est beaucoup moins cher, c'est ce que tu nous dis. Exactement, c'est beaucoup moins cher. Et puis, on a vu surtout une valorisation qui semble s'être un petit peu stabilisée, ce qui n'empêche pas le cours de continuer de progresser puisque les earnings anticipés aussi progressent. Est-ce que pour les novices, tu peux juste nous rappeler ce que c'est IoT? IoT, Internet of Things. C'est le nouveau nom de la domotique. Bien entendu, un petit peu plus complet, mais voilà, très, très lié à tout ce qui est intelligence artificielle, domotique, robotique. Voilà, c'est vraiment les objets connectés, quoi. Voilà, les objets connectés, exactement. Voilà pour ce qui est du cloud IoT. Moi, je vous propose de regarder directement quels ont été les top performers de cette année, de ces 3 premiers trimestres. Sur les top performers, donc là, c'est juste après, on a, comme on l'a indiqué juste à l'instant, on a le cloud IoT, plus 33,4%
au 30 septembre cette fois. Tout comme la robotique et l'intelligence artificielle qui fait partie des top performers, la cybersécurité à droite de l'écran. Voilà, ce sont des thématiques très tech qui sont d'ailleurs dans notre pilier robotique et intelligence, révolution digitale. Deux autres thématiques qui sont à mettre en avant, c'est le gaming et metaverse. Donc, on va avoir des valeurs telles que Autodesk, qui est dans l'édition de logiciels, AMD, qui est le Nvidia America, et Activision Blizzard, qui est un éditeur de jeux vidéo. D'ailleurs, ils ont la franchise, pour information, de Call of Duty. C'est eux qui exploitent la licence et qui développent le jeu. On a aussi le sécurité et testing, Zscaler, Trimble, Splunk, la sécurité, la protection de données dans le cloud. Vous pouvez voir qu'on a à la fois Zscaler dans la sécurité et testing et dans la cybersécurité. C'est normal, si on revient à la création des ITG en amont. On a beaucoup de fonds liés à la sécurité et au testing. Donc le testing, ça va être voilà, dans une chaîne de production, s'assurer que les mesures sont correctes, etc. On a des valeurs qui sont qui peuvent être dans plusieurs thématiques. Nvidia, par exemple, est présente dans beaucoup de thématiques de par son caractère tellement général. Voilà pour ce qui est des tops du. Donc Antoine, malgré le fait que tout le monde parle de l'IA, finalement, la thématique qui performe le mieux depuis le début de l'année, ça reste quand même la thématique cloud. Exactement, c'est la thématique cloud. IA, c'était la thématique qui avait, robotique et IA, c'était l'une des thématiques qui avait le mieux performé au premier trimestre. On a alors j'appellerais pas ça une bulle, mais on va dire une micro-bulle parce que on va dire que les fondamentaux sont excellents. Mais oui, c'est le cloud qui est un peu passé devant. Après, il faut pas se leurrer la face. On faut pas se cacher la face, pardon. On a vraiment un fort overlap entre les deux thématiques. On a beaucoup de valeurs présentes dans la robotique et l'intelligence artificielle qui sont aussi acteurs du cloud et de l'IoT. Okay. Voilà, pour ce qui est des thématiques qui ont le moins bien performé depuis le début de l'année, c'est les énergies propres. Donc, les énergies propres, c'est une thématique qui a du mal pour diverses raisons. Tout d'abord, car il y a pas mal d'inflation sur tout ce qui est les matériaux, en amont, que ce soit pour le photovoltaïque, l'éolien, etc., etc. On a des taux qui sont très élevés, donc souvent c'est des boîtes qui ont levé qui ont des dettes qui doivent rouler, donc un rôle des dettes à des taux plus importants. Et enfin, on a une énergie alors une énergie fossile, on pourrait dire, quand on regarde le Brent ou le crude, qui est toujours élevé, mais qui est revenu à des niveaux qu'on connaissait déjà en fin 2018. Donc, tout le monde n'a pas mis tous ses investissements à fond dans les énergies propres, comme ça avait été le cas durant les années précédentes. En 2020, c'est une thématique qui avait progressé de près de 100%. Il y avait un engouement autour de cette thématique. Aujourd'hui, beaucoup moins. Par exemple, je pense à TPI Composites qui font des pales d'éoliennes qui font moins 73% depuis le début d'année. Donc là, c'est à aujourd'hui. SolarEdge, pareil, dans l'efficience des panneaux solaires, font moins 56%. On a d'autres valeurs, ITM Powers dans l'hydrogène ou encore AI Technologies qui est dans les panneaux solaires, qui eux ont donné des perspectives plutôt correctes, donc qui restent stables depuis le début de l'année. Ce que nous apportent aussi les ITG, voilà, c'est beaucoup d'idées, des générations d'idées. On a beaucoup de valeurs qu'on arrive à retrouver à travers notre analyse des fonds et ETF thématiques. Voilà. Et pour ce qui est des autres moins bons performeurs depuis le début de l'année, on a la médecine du futur, les infrastructures, le défi alimentaire et la santé et le bien-être. C'est des thématiques un peu plus défensives qui l'année dernière avaient très bien résisté. Les 4 dernières thématiques étaient dans le top 5 des meilleurs résistants l'année dernière. La santé et le bien-être, on avait perdu que 5% l'année dernière, quand le cloud, lui, en perdait 45%. Voilà, grosso modo, ce qu'on arrive à faire avec nos indicateurs thématiques, qu'on plug un petit peu à nos différents modèles, à nos différentes grilles d'allocation, et qui, voilà, aujourd'hui nous permet de nous différencier sur ce côté-là, c'est qu'on est capable de valoriser boursièrement une thématique, de comprendre sa corrélation au cycle économique, aux valeurs plutôt croissance, et finalement de mieux comprendre comment évolue une thématique en bourse, et aussi finalement d'anticiper son futur. Alors, ce qui est intéressant, Antoine, juste pour rebondir sur ce que tu disais dans le flop, on voit que la thématique santé et bien-être au global sous-performe cette année, finalement, est à moins 3,1%, avec quelques exemples de sociétés, mais on voit bien que c'est une performance de la thématique dans son ensemble et qu'au sein de cette thématique, on peut trouver aussi des acteurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, parce que tu as mis Novo Nordisk justement en exemple de société de cette thématique, et Novo Nordisk est l'exemple qui progresse de plus de 40% cette année en positif.
Exactement. C'est moins le cas d'AstraZeneca et United Health qui est dans l'assurance, mais Novo Nordisk, où il y a eu une excellente performance depuis le début de l'année. Bah, On peut pas le cacher. c'est aussi toute la richesse des ITG. Et justement, bah, Damien, est-ce que tu peux nous parler des thématiques qu'on privilégie chez Galilée AM pour la fin de l'année? C'est surtout ça qui nous intéresse, de regarder proactivement dans le futur et de savoir bah, finalement ce qu'on va mettre dans nos portefeuilles. Tout à fait, exactement. Pour la fin de l'année, peut-être, et pour la suite aussi, parce que la fin de l'année arrive vite et je pense qu'on peut commencer déjà à se projeter sur le premier trimestre 2024. Alors, parmi nos 25 thématiques que l'on scrute via nos ITG que vient de démontrer Antoine, on a sélectionné 3 thématiques qui nous paraissent avoir du potentiel dans les prochains mois. Évidemment, on est tous dans un contexte très complexe sur les marchés, entre ce qui se passe sur les produits obligataires, le rendement qui est apporté désormais par ces produits-là, ce qui se passe sur les marchés actions, les valorisations qui sont impactées par ces hausses de taux. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire sur les marchés actions dans ce contexte? Nous, on pense qu'il y a des choses à jouer avec une valorisation raisonnable. Ça, c'est extrêmement important dans un contexte de hausse de taux qui se poursuit et qui pourrait continuer à augmenter. Et surtout, ce sont des thématiques qui nous paraissent être équilibrées en termes de corrélation aux facteurs de style, qui sont très importants désormais sur les marchés actions. Les facteurs de style croissance et les facteurs de style value, qui tantôt l'un est favorisé par la hausse des taux et l'autre est défavorisé par cette même hausse de taux, et inversement. Donc, la première thématique qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les mobilités du futur. Qu'est-ce qu'on a derrière cette thématique? Tout l'enjeu, c'est de se positionner sur une poussée de la méga tendance liée évidemment à l'électrification des véhicules. C'est clairement ça qui est joué à travers cette thématique aujourd'hui. Et c'est aussi un call cyclique sur la macro. Alors, c'est pas du tout consensuel à l'heure actuelle où la plupart des intervenants s'interrogent sur les probabilités de récession. Clairement, lorsqu'on voit aujourd'hui les niveaux des PMI manufacturiers allemands qui sont sous la barre des 40 désormais, on pourrait, dans un scénario un petit peu plus optimiste que ce qu'attend le consensus, se projeter sur une stabilisation, voire un début de rebond dans les prochains mois, d'ici le début d'année 2024, de ces PMI manufacturiers allemands. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les mobilités du futur? Évidemment, on va retrouver des constructeurs automobiles. Donc, bien que l'électrification des véhicules soit un sujet qui porte son lot de controverses, notamment sur son bien fondé en termes écologiques, on peut que constater que l'électrification des véhicules accélère significativement et a progressé de quasiment 30% par rapport à l'année dernière au deuxième trimestre. Donc, clairement, c'est une tendance structurelle de fond et les constructeurs sont clairement très engagés dans cette mutation qui est exceptionnelle. On n'a pas vu ça depuis des dizaines et des dizaines d'années dans ce secteur-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un fort contenu technologique qui va avec, dans ce qu'on appelle les BEV, les Battery Electric Vehicles. Et ça concerne aussi bien la sécurité, la connectivité. Donc, les dépenses en recherche et développement, vous savez qu'on regarde les degrés d'innovation également dans les thématiques. Ces dépenses en R&D sont colossales. Par exemple, chez les Allemands, chez Mercedes-Benz, c'est plus de 8 milliards d'euros de dépenses en R&D qui ont été alloués uniquement sur l'année 2022. C'est plus de 6% de son chiffre d'affaires. Donc, les constructeurs mettent le paquet dans cette électrification des véhicules et ça va générer un potentiel de croissance qui nous paraît aujourd'hui peut-être sous-évalué par le marché. Donc, pour nous, c'est une thématique intéressante du fait, de l'exposition aux thématiques plutôt value, puisque les constructeurs auto sont aujourd'hui très faiblement valorisés en bourse. Donc, c'est un call value cyclique, mais également un petit peu de croissance, parce que dans cette thématique, on retrouve justement des semi-conducteurs qui peuvent tirer des perspectives de croissance significatives en vecteurs adjacents au développement de ces mobilités du futur.
Donc, en termes de société, hein, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet indicateur? On va retrouver des grands gagnants que tout le monde connaît comme Tesla, le chinois BYD, et ces deux acteurs dominent clairement les ventes de véhicules électriques à l'heure actuelle. Donc, attention à BYD qui arrive en Europe depuis quelques mois. Et on aura probablement, c'est le point faible d'ailleurs de cette thématique, une guerre des prix sur certains segments du véhicule électrique. Donc là-dessus, il faut être très vigilant aux acteurs qu'on va sélectionner. C'est pour cela que nous, on privilégie les constructeurs premium allemands et on aime beaucoup Porsche. On retrouve d'ailleurs dans le fonds Galilée Innovation Europe, où on va sélectionner des thématiques sur les sociétés directement. Donc Porsche, qui d'ici 2030 va avoir plus de 80% de sa flotte en électrique. Et ça, c'est en cours. Mercedes également, BMW un petit peu moins, mais ça reste un constructeur emblématique et ils ont le savoir-faire pour gagner des parts de marché aussi dans l'électrique. Il n'y en aura pas que pour Tesla. Et en termes de semi-conducteurs, on aime bien également, toujours en Allemagne, Infineon dans les semi-conducteurs qui a plus de la moitié de son chiffre d'affaires tiré par le secteur auto. Donc ça, c'est pour les sociétés qu'on a ciblées. Et en termes de fonds ou d'ETF, on aime bien les ETF sur cette thématique-là. Et je vous invite à regarder notamment l'ETF X-Tracker Future Mobility, qui est assez intéressant et qui comporte une quarantaine d'acteurs de cette thématique mobilité du futur. Par contre, attention aux devises. Lorsqu'on sélectionne des parts d'ETF, certaines sont en dollars, d'autres en euros, d'autres hedgées. Donc, il faut être vigilant sur le choix de son support. La deuxième thématique qu'on met en avant, c'est l'économie du sport. Donc là aussi, c'est une thématique de niche, mais qui, à notre sens, gagne à être progressivement repondérée dans les portefeuilles. Et c'est ce qu'on fait notamment dans notre fonds Galileo World Equity Thematics, dans notre fonds de fonds. Donc, c'est une thématique qui a beaucoup d'e-rated. Donc, les multiples de valorisation se sont fortement compressés en 2022. Et grâce à notre ITG, aujourd'hui, on peut dire que c'est une thématique qui se traite sur des niveaux acceptables au regard de ses perspectives de croissance. On traite à 20 fois les profits estimés à 12 mois. Donc là, le call, quel est-il derrière cette thématique? C'est d'anticiper le retour du consommateur. Donc, il y a une dimension également un petit peu plus cyclique. Alors, les fondamentaux restent excellents sur la thématique du sport. C'est une taille de marché de 4 000 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est colossal pour l'ensemble des acteurs. Les taux de croissance sont 1,5 à 2 fois ceux du PIB mondial. Donc, on peut attendre au bas mot 6% de croissance par an sur cette thématique au cours des 5 prochaines années. Et finalement, c'est une thématique qui reste toujours très puissante dans sa méga tendance de fond. La demande reste forte et c'est drivé également par l'augmentation de la pratique du sport. Et beaucoup d'entre nous peuvent le constater autour de nous. On a des sports qui fédèrent de plus en plus. Donc ça, c'est un vent porteur supplémentaire en faveur de cette thématique. Et peut-être que la désinflation progressive qui pourrait arriver dans les prochains mois, alors de manière très graduelle, très lente, il faut le prendre vraiment avec des pincettes, mais pourrait aider à améliorer un petit peu le pouvoir d'achat des ménages à nouveau, progressivement. Et donc, ça pourrait être en faveur de ces dépenses de consommation qui sont en moyenne des petits tickets, notamment en faveur des équipementiers sportifs. Donc, c'est une thématique qui a beaucoup gagné durant le Covid. Il y a eu une normalisation qui a pris 1 an et demi, 2 ans derrière, normalisation des stocks. Donc, arrêt des ventes promotionnelles, par exemple, pour les équipementiers, ce qui impacte les marges. Donc, on a eu un bas de cycle qui a été probablement touché cette année. Et donc, le marché commence à l'anticiper. Ça, on le voit. Donc, on a eu un début de rebond en 2023 sur les acteurs de cette thématique du sport. Et lorsqu'on entend les commentaires, pour ceux qui suivent un petit peu les sociétés, notamment des grands acteurs comme Nike, ça va un petit peu mieux au niveau des inventaires. Et donc, le marché commence un petit peu à saluer ces bonnes nouvelles. Ça devrait aller mieux progressivement aussi pour des acteurs comme Puma, Lululemon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des équipementiers adjacents, comme le japonais Shimano pour tout ce qui est frein, notamment dans les vélos. Thule, c'est un acteur suédois pour tout ce qui est équipement, les vélos cargo ou les équipements de toit pour les véhicules. Donc voilà, on a une thématique qui est assez riche, assez profonde, qui mérite d'être repondérée progressivement dans les portefeuilles.
Pour la jouer également, on peut se positionner sur des fonds de gestion active. Nous, on aime beaucoup le fonds de Montpensier, M-Sport Solutions, qu'on a dans nos portefeuilles Galileo World Equity Thematics et Global Thematics. Et là encore, attention à sélectionner la bonne part et la bonne devise. Enfin, la troisième thématique qu'on pousse, celle-ci, elle est un petit peu plus défensive, au contraire des deux premières, elle est un petit peu moins cyclique. Donc, pour nous, c'est vraiment une thématique cœur de portefeuille qu'il faut garder en bonne position en tout temps dans un portefeuille d'actions thématiques. C'est le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, là aussi, on ne va pas refaire le pitch dans son intégralité parce qu'il est assez évident, mais la population mondiale qui va atteindre 9 milliards d'ici 2050, probablement, l'urbanisation, la hausse du niveau de vie qui s'accélère globalement à l'échelle mondiale, ça induit inévitablement une plus grande consommation d'eau. Donc ça nécessite des solutions. Il y a d'ailleurs pas mal d'innovations dans ce secteur-là également, des solutions en matière de distribution d'eau, d'infrastructures, de technologie de l'eau ou encore de services environnementaux. Donc, à l'échelle globale, le secteur des services liés à l'eau, ça représente là aussi un marché colossal, environ 600 à 800 milliards de dollars et un rythme de croissance de 5 à 6% par an. Donc là aussi, une thématique assez croissance finalement dans sa progression. Et celle-ci, Damien, n'a pas tellement monté encore year to date, hein. Exactement. Elle a pâti de vents contraires et notamment dans sa composition sectorielle, puisqu'on va retrouver principalement des sociétés industrielles, donc assez cycliques, et surtout des sociétés, des services aux collectivités, les fameux utilities, qui ont des business models souvent à fort capex, à fort endettement. Donc, dès lors qu'on a une hausse de taux comme on l'a connu l'année dernière, on impacte ces sociétés-là en termes de dette et en termes de valorisation aussi. Donc, c'est une thématique qui a encore du potentiel, selon nous, dans les prochains mois et qui mérite une place de choix dans les portefeuilles aux côtés de thématiques un petit peu plus cycliques comme la mobilité du futur ou l'économie du sport. Donc, on retrouve dedans des sociétés qu'on connaît bien, notamment en France, une société comme Veolia, le Suisse Geberit dans les équipements, vous devez certainement connaître aussi, Thermo Fisher aux US dans les solutions pour traiter de l'eau également ou dans les testings. Donc, en termes de fonds ou d'ETF, nous, dans nos portefeuilles, on privilégie l'ETF cette fois, qui est le Lyxor MSCI Water, à faible frais et qui fonctionne très, très bien dans la durée. Mais également, en gestion active, on peut citer BNP Aqua, qui est également un des best-sellers sur cette thématique. Merci, Damien. Il me reste à vous dire comment nous investissons sur les thématiques et plus concrètement, quelle est notre offre, qu'est-ce qu'on peut vous apporter en termes de gestion multithématique. Donc, je vais commencer par, et puis après, bien sûr, je laisserai place aux différentes questions que vous pouvez avoir, que ce soit sur le potentiel boursier, sur nos vues macro et thématiques, et puis bien sûr sur tout ce qui tourne autour de l'offre. Concernant notre gamme de fonds multithématiques, nous avons Galilée Innovation Europe. C'est un fonds multithématique en titre vif qui recherche bien sûr l'innovation. Vous savez que toutes les thématiques sont innovantes, mais bien sûr, il y en a qui le sont plus que d'autres. On va essayer de déceler les valeurs innovantes dans chaque thématique et de profiter de leur croissance régulière et séculaire sur le long terme. Donc ça, c'est notre fonds action SFDR 8 et éligible au PEA. Il est également éligible dans certaines compagnies d'assurance vie. Ça, je vous suggère de vous rapprocher de Com pour avoir le référencement exact ou nous-mêmes, Damien. Je l'enverrai directement. Tout à fait. Voilà, donc il est exposé, voilà, c'est un fonds action, donc il est exposé à entre 95 et 100%, on va dire. Ensuite, nous avons Galilée World Equity Thematics. Comme son nom l'indique, il est sur le monde, il est sur les equity, donc sur les actions, et il est thématique. Donc c'est un fonds de fonds multithématique. Il est encore SFDR 6, mais il est en cours de passage au SFDR 8. Il est éligible dans certains contrats d'assurance vie, notamment Cardiff. C'est un fonds qui va vraisemblablement fusionner avec les différentes acquisitions que nous avons faites et qui a
beaucoup de potentiel dans le sens où il va très certainement atteindre des tailles critiques nécessaires pour le référencement chez tous les assureurs dans très peu de temps. C'est un fonds equity, donc il est également exposé entre 95 et 100%. Donc, fonds equity. Et enfin, nous avons Galilée Global Thematics, notre flexible thématique. Celui-ci est donc flexible et diversifié. Donc, il n'y a pas que des actions dedans. Toute la partie oblique n'est pas thématique, puisqu'il n'y a pas de thématique sur les obliques. Mais toute la partie action est thématique. Il est également SFDR 8. Il est éligible dans pas mal de contrats d'assurance vie, celui-ci, parce qu'il est un petit peu plus vieux en termes de track record. Il est éligible également sur pas mal de plateformes de compte titres, avec un SRI 3, donc qui permet d'être un petit peu plus prudent. Et que ce soit Galilée Innovation Europe ou Galilée Global Thematics, les deux ont été les premiers fonds en France à participer à l'initiative 1% pour la planète. 1% pour la planète, ça veut dire que au-delà d'être SFDR 8 et d'avoir des critères, bien sûr, de sélection ESG, ils reversent carrément 1% de leur chiffre d'affaires à la fédération d'associations, 1% pour la planète, et nous choisissons après les associations qui vont bénéficier, finalement, au sein de toutes les associations qui sont représentées par cette fédération, les causes qui nous paraissent les plus intéressantes et qui vont bénéficier des fonds qui leur sont versés. Donc, c'est le 1% pour la planète. Ça rajoute, bien sûr, à notre engagement ESG. Et nous avons été, on est assez fiers de cela, nous avons été les premiers en France, alors que c'est une organisation mondiale, les premiers en France à ouvrir des parts de partage avec le 1% pour la planète. Vous pouvez retrouver cette organisation dans plein d'autres secteurs, hein. Vous pouvez aller prendre un verre dans un bar qui est associé au 1% pour la planète et qui reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations de la fédération 1% pour la planète. Juste pour Voilà. compléter, Ronnie, l'aspect disclaimer en termes de risque, juste pour vous rappeler donc les volatilités des fonds, vous avez Galilée Innovation Europe qui va être le plus dynamique avec 16% de volatilité sur un an. Le World Equity thématique, on est à 12% et nous sommes à 8% pour Galilée Global Thematics qui, lui, est plus diversifié en termes d'actifs. Et à noter surtout que Galilée World Equity thématique est vraiment un fonds monde, donc ça permet vraiment de diversifier tous les investissements et d'être sur des zones géographiques différentes. Et ça, c'est toujours utile dans les consolidations de marché. Enfin, pour tout ce qui est mandat et feed, alors attention, je vais vous énumérer pas mal de choses. Si effectivement cette partie vous intéresse, il faut bien suivre. Donc nous avons 7 dépositaires, donc le CIC, Copartis, donc la BNP, le Crédit Agricole Indo-Suez au Luxembourg et en Suisse, à Genève, Pictet, Luxembourg et Suisse, Banque du Luxembourg, BGL, donc la BNP Luxembourg, et EFG qui sont nos banques dépositaires. Cela signifie qu'on peut ouvrir des comptes en France, au Luxembourg et en Suisse, ou alors qu'on peut ouvrir des feeds dans les compagnies luxembourgeoises que vous voyez ici à droite, avec le dépôt des fonds en France, au Luxembourg ou en Suisse. Concernant les feeds, comme je disais tout à l'heure, nous avons 12 assureurs partenaires. Et ces 12 assureurs font finalement, enfin, voilà, que nos partenaires soient courtiers finalement de Allianz, Vitis, One Life, AXA ou Baloise. Nous, finalement, au niveau de la gestion, ça ne change rien. On est capable de gérer dans les 7 dépositaires ici, finalement, des feeds qui sont déposés dans toutes ces compagnies d'assurance. Donc, ça fait un nombre de combinaisons qui est assez intéressant et qui
peut permettre finalement de s'adapter exactement aux besoins du client. On peut sélectionner un assureur assez premium avec un dépositaire. Finalement, on a juste besoin de son dépôt, on n'a pas vraiment besoin de plus. On peut sélectionner un assureur plutôt retail, on va dire, mais on a besoin de faire du crédit lombard et donc on va aller sur un dépositaire qui est assez chevronné là-dessus. Voilà, on peut faire pas mal de choses, pas mal de combinaisons qui permettent finalement à nos partenaires d'être courtiers de n'importe quel assureur luxembourgeois quasiment, et de pouvoir avoir des feeds qui sont gérés par nous. Avec des Voilà. montants, l'avantage, c'est que du coup, on peut avoir des montants différents. Notamment, certains assureurs acceptent à partir de 120 000 euros hein, pour des filles luxembourgeois. Notamment, je pense à Vitis Life. D'autres sont à 250 ou à 500. Absolument. Alors juste avant de lancer les questions, donc je rappelle, chez tous ces dépositaires et via tous ces assureurs, nous avons donc le mandat prudent, l'équilibré, le dynamique et surtout, ce qui fait notre spécialité, les mandats qu'on appelle 100%. Donc le 100% ESG, le 100% titre vif, le 100% structuré, le 100% ETF et bien sûr ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, le 100% thématique. Voilà, donc pour ça, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la présentation? Alors moi, j'en ai une sinon. Vas-y, Com, lance le bal. Tout simplement, donc je fais la question et la réponse, si vous voulez bien. C'est quelle est l'utilité vraiment pour le client final d'avoir une approche de gestion multithématique? Alors c'est vrai que ça peut paraître une question assez simple, mais ce qu'on a vu vraiment, moi c'est ce que je pense, c'est vraiment donner du sens aux investissements. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un métier où les particuliers, vos clients, de temps en temps ont du mal en fait à appréhender notre métier. Leur parler de thématiques fortes qui ont du sens, des méga trends, bah, ça permet d'humaniser en fait un portefeuille, de donner du sens au portefeuille. Et ça permet donc au client de s'identifier à travers son portefeuille. Et évidemment, on n'en a pas parlé, mais dans l'approche d'exclusion, qui est juste une des approches développement durable, on peut faire aussi des mandats multithématiques en faisant des exclusions en fait de thématiques ou de secteurs. Voilà. D'autres questions, peut-être? Si vous n'avez pas d'autres questions, On a réussi. Ah, oui. Non, 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 c'était juste on a réussi à maintenir le timing. Merci beaucoup à tous. Non, j'ai peut-être quelque chose à vous montrer, c'est la Ouais, table. ouais, exactement. Et puis ça va répondre à la question qu'on vient d'avoir sur les performances des thématiques. On va essayer de mettre à l'écran finalement le tableau des performances thématiques que l'on suit depuis 2018, 2017 même. Voilà, effectivement, j'ai ça, j'ai la table, enfin, le tableau finalement des thématiques que je vais pouvoir vous montrer si j'arrive à repartager l'écran. Euh, oui, voilà, il est là. Est-ce que vous voyez Alors, pas encore. Oh, pas encore. encore? Et Et là, parfait. Ça y Beaucoup. est. voilà, Alors, effectivement. à Oui, noter qu'on n'a pas toutes les perfs en 2018 et 2017, tout simplement parce que les thématiques n'étaient pas encore assez matures, comme on le disait tout à l'heure, et pour lesquelles on n'avait pas assez de data. Donc, il n'y avait pas d'intérêt, elles n'existaient pas, entre guillemets, à l'époque. Mm. Alors, ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est que l'année 2022, l'année 2021 sont des années très value, puisque plus on est gris, plus on est à dominante value, et plus on est bleu, plus on est à dominante growth. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que de 2000, enfin,
effectivement, hein, à part 2019 qui est presque blend, mais sinon 2017, 2018 et 2020 sont des années très tiltées growth. Et 2021-2022 sont des années très value. La thématique qui a performé le mieux en 2021-2022, c'est bien sûr besoin énergétique. Et puis après, c'est des thématiques plus tiltées value, on va dire, qui ont le mieux performé. En bas de tableau, vous avez les thématiques les plus bleues, du coup, les plus croissance. Et par exemple, le cloud, qui est la meilleure performeur cette année, s'est retrouvé l'année dernière en étant le bottom performer, c'est-à-dire le moins bon performeur. Pareil pour économie numérique, qui est bien placée cette année. L'année dernière, effectivement, voilà. Donc, on avait une vraie rotation des thématiques entre cette année et l'année dernière. Et bien sûr, on retrouve les thématiques donc, que l'on vous a présentées, donc le cloud, la robotique et l'IA, le gaming et métaverse dans les premiers. Et puis, depuis le début de l'année, nous avons les infrastructures, la médecine du futur et les énergies propres en dernier. Je ne sais pas si Antoine, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. C'est vrai que c'est assez intéressant pour nous d'avoir ce tableau des thématiques. C'est très, enfin, c'est très peu courant. J'ai presque envie de dire qu'on est les seuls à le faire, dans le sens où on peut avoir une vision directe de ce que les thématiques nous apportent en termes de performance dans nos portefeuilles. Pas complet, rien à ajouter. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Rani. Alors, il y a une question quand même de René, euh, sauf à ce que cela m'ait échappé. Quels sont les perfs? J'imagine que vous parlez des perfs des mandats et des fonds. Dans ce cas-là, bah, on va les envoyer tout simplement, hein, comme tu peux les envoyer. En fait, comme il y a des performances sur les feeds thématiques, sur les comptes titres thématiques, sur le fonds Galilée Global Thematics qui est flexible et sur le fonds Galilée World Equity Thematics qui est equity, finalement, ça fait pas mal de perfs à montrer. Je les enverrai. Alors, concernant les fonds, on peut donner Galilée Innovation Europe, on est à plus 6 depuis le début de l'année. Malgré les distorsions sectorielles, on a réussi à tout de même suivre les indices européens. Et puis, on a World Equity Thematic qui est à plus 2 et Global Thematics qui est à plus 1,2% depuis le début de l'année. Ok. Bah, J'enverrai tout ça. je te J'enverrai. suggère de les envoyer aux participants juste après. Si vous n'avez pas plus de questions, eh bien, je vais vous remercier. J'en vois pas sur le chat. Donc, je vais vous remercier à tous pour votre participation, à tous ceux qui ont présenté, bien sûr, et à tous ceux qui nous ont suivis. Euh, voilà, je vous dis au trimestre prochain pour un nouveau comité de gestion thématique. Très bonne Merci journée beaucoup. à tous. Merci à tous.